Merci pour l'invitation. Effectivement, le diabète, c'est l'exemple même de collaboration interdisciplinaire. C'est la maladie où on a besoin d'absolument tout le monde. Donc il y a le patient au milieu, il y a les médecins traitants, il y a les médecins spécialistes de tous bords, les cardiologues, ophtalmos, diabétologues, etc., les pharmaciens, les infirmiers, pédicures, podologues, psychologues, diététiciens, travailleurs sociaux, enfin bref. Donc c'est vraiment la pathologie où il y a la multidisciplinarité la plus complète. Où est-ce que j'appuie pour faire avancer? Donc là, ce sont les liens d'intérêt classiques. Donc en 10 minutes, donc, je vais essayer d'être rapide. Donc la définition du diabète, c'est une définition classique de l'OMS qui n'a pas bougé depuis très longtemps. Donc c'est une glycémie à jeun supérieure à 1,26 g ou une glycémie prise à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 g. Donc ça, c'est la vieille définition. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prédiabète et de choses comme ça. Je vais vous en dire quelques mots. Et donc, lorsque l'on est au-delà de 1,10 g par litre, entre 1,10 g et 1,26 g, c'est une zone grise vraiment de prédiabète. Et à la limite, c'est là où le plus intéressant, parce que c'est là où on peut intervenir et faire en sorte que le diabète soit réversible, qu'il n'y ait pas de diabète. Donc, de prévenir le diabète à ce moment-là. Ça, c'est une évolution. Donc, c'est une vieille slide qui date, vous voyez, 2012. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement les chiffres, c'est surtout la progression. Vous voyez, ça monte de manière continue. Ça, c'est en France. Et aujourd'hui, on est à peu près à 5% de la population, ça c'est issu des caisses d'assurance maladie, donc qui est diabétique connu, mais il y en a un très grand nombre de diabétiques pas connus. Ce qui fait qu'au total, la population de diabétiques en France est estimée entre 5 et 6 millions, donc on a une fourchette assez vague, mais c'est quelque chose de très important et qui continue de monter depuis pas mal d'années. Qui a un maximum vers l'âge de 75 ans. Après, les gens commencent à décéder, donc ça diminue. Mais vous voyez que ça monte aussi avec l'âge et qu'à partir de 40 ans, ça commence à monter. Quand j'ai commencé mes études, il n'y avait pas de diabète de type 2 avant l'âge de 50-60 ans. Aujourd'hui, le diabète de type 2 chez l'enfant, qui n'existe absolument pas, c'est un truc qu'on nous disait, si tu as un gamin qui a un diabète, c'est un diabète de type 1 forcément. Aujourd'hui, le nombre de diabétiques de type 2 chez les enfants a dépassé le nombre de diabétiques de type 1 dans les pays comme les États-Unis, le Mexique, etc. Donc ça, c'est cette courbe pour les enfants, donc j'anticipais un petit peu. Et effectivement, donc il y a de plus en plus d'enfants diabétiques. Alors le diabète, c'est aussi une maladie qui a un déterminisme social, entre autres, pour plein de raisons, puisque c'est une maladie qui est génétique au départ, donc il y a des gènes qui prédisposent au diabète, et sur ces gènes, il y a des facteurs environnementaux qui interviennent, d'alimentation, de sédentarité, de stress, de pollution, de tas d'autres choses. Et comme bien souvent, ce sont les populations les plus défavorisées qui prennent le plus de poids, qui sont le plus obèses et qui sont le plus diabétiques. Et on a un gradient géographique qui correspond à peu près à la carte des populations les plus défavorisées en rouge. Alors il y a cette notion de prédiabète et il y a l'AHS, vous pouvez trouver sur le site de l'AHS le score Find Risk. Donc c'est un score qui est assez intéressant parce que ça permet de sensibiliser les gens au risque de diabète, de dire écoutez, on va calculer votre score en fonction de votre âge, est-ce qu'il y a des diabétiques chez vous, quel est votre tour de taille, etc. Et à partir de là, il y a un score qui permet de dire écoutez, vous avez un risque de diabète qui est colossal ou au contraire, vous êtes plutôt protégé. Et donc dans les cas de prédiabète avec les glycémies entre 1,10 et 1,26, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant à utiliser pour sensibiliser. Alors pourquoi sensibiliser? Tout simplement parce que quelques mesures relativement simples à l'échelon individuel de prévention, on peut vraiment réduire le risque de diabète de 60 à 70%. Et il y a toute une série d'études qui ont montré cela, donc en faisant maigrir légèrement les gens, 5 à 7% du poids. Quelqu'un qui fait 100 kg perdre 5 kg, ce n'est pas le bout du monde. En augmentant un petit peu l'activité physique, en passant de 10 à 20 minutes par jour, par exemple, et puis en ayant une alimentation un minimum équilibrée, tout ça, ça fait 60% de diabète en moins, ce qui est absolument colossal. Donc c'est pour ça que je vous disais que cette intervention sur le prédiabète, c'est vraiment le moment clé où il faut agir, et c'est là où on va rendre le plus de service aux gens, et c'est là où, une fois de plus, la multidisciplinarité est extrêmement importante entre le laboratoire, entre le pharmacien, le médecin traitant, tous les intervenants qui côtoient ces personnes-là à risque, donc peuvent au moins les sensibiliser un peu. Alors quand on n'a pas réussi à sensibiliser les gens et qu'on passe au stade de diabète, donc il y a une prise en charge plus médicale, plus médicamenteuse aussi, mais il ne faut pas oublier que le diabète c'est un facteur de risque majeur, mais c'est multifactoriel. Et donc, si vous laissez quelqu'un fumer, il a beaucoup plus de risque de mourir de son tabac que de son diabète, grosso modo. Donc là aussi, il faut prendre en charge l'ensemble. Enfin, c'est des banalités que je raconte, mais c'est la réalité des choses de tous les jours. Et chez le diabétique, bien souvent, il y a tout ça, ou en tout cas une bonne partie de ça, c'est-à-dire le tabac, la sédentarité, l'hypertension artérielle, les problèmes rénaux, etc.
Donc le médicament de base dans le traitement du diabète de type 2 depuis 50 ans, c'est la metformine. Donc la metformine, ça reste d'actualité. Donc c'est un médicament qui agit en réduisant la résistance à l'insuline. C'est un médicament qui a probablement des vertus autres, notamment sur le tube digestif, sur la flore intestinale. Et il y a quelques études qui sont faites dans le cancer du côlon, dans la prévention du cancer du côlon avec la metformine. Et donc toutes sortes de bénéfices. Donc ça reste le médicament de base. Mais ensuite, donc maintenant, les choses ont beaucoup changé depuis une dizaine d'années, avec l'apparition de nouvelles classes médicamenteuses qu'on appelle les ISGLT2, je vais vous dire en 2 mots ce que c'est, les agonistes GLP, et puis d'autres médicaments qui arrivent. Les médicaments qui ont vraiment révolutionné les choses sont des médicaments qu'on donne maintenant chez les diabétiques, qui non seulement font baisser le taux de sucre, bon, c'est un peu ce qu'on cherchait, mais surtout qui protègent, et qui protègent le cœur, qui protègent le rein, et qui globalement diminuent la mortalité. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à 10 ans, on avait plein de médicaments, on pouvait plus ou moins baisser la glycémie, mais au final, quand on regardait les courbes de mortalité, il n'y avait pas grand-chose. Alors les gens avaient bien sûr moins de problèmes d'yeux, de reins, etc. Mais globalement, la mortalité ne changeait pas beaucoup. Avec ces nouveaux médicaments, la mortalité elle diminue significativement de 10, 20, 30% selon les sujets et les études. Et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. La première catégorie de médicaments, c'est ce qu'on appelle des inhibiteurs SGLT2. Pour faire simple, le rein, d'habitude, il filtre le sucre, le glucose, et il le réabsorbe. Là, on bloque la réabsorption, ce qui fait qu'en fait, quand il y a trop de sucre dans le sang, ça passe dans les urines, un petit peu comme une piscine à débordement, et ça permet de normaliser la glycémie. Mais ces médicaments-là, non seulement donc, ont une action sur la glycémie, donc de baisser la glycémie, mais également une action sur la pression artérielle et une action protectrice au niveau du rein, ce qui fait que dans toute une série d'études qui ont été menées, on observe une diminution très significative de la mortalité cardiovasculaire de près de 30% avec ces molécules, et essentiellement donc liée à une diminution du risque d'insuffisance cardiaque. Et on observe également une grosse protection rénale, donc avec une diminution, pareil, de risque en gros de moins 30%, ce qui est absolument colossal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ces molécules qui au départ étaient développées pour le diabète sont pratiquement plus utilisées par les cardiologues et par les néphrologues parce que ça a un effet cardioprotecteur et ça a un effet néphroprotecteur. Donc grosse avancée, gros bénéfice pour les diabétiques. La deuxième catégorie de médicaments qui sont apparus ces 10 dernières années sont les analogues GLP-1, dont on entend beaucoup parler en ce moment, puisque ce sont ces fameux médicaments injectables une fois par semaine qu'on donne à outrance chez les gens qui veulent maigrir, et tous les youtubeurs et tous les influenceurs donc, parlent de ces médicaments. Mais au départ, c'est quand même développé pour le diabète. Ce sont des analogues d'une hormone qu'on appelle le GLP-1, qui a plusieurs actions. Donc la première chose, c'est de stimuler le pancréas pour fabriquer de l'insuline pile poil au moment où il en faut. Donc il n'y a pas de risque d'hypoglycémie. La seconde action, ça ralentit la vidange gastrique, donc vous avez l'estomac qui est plein, ce qui fait que vous avez l'impression d'avoir tout le temps l'estomac plein. C'est pas qu'une impression d'ailleurs. Donc du coup, ça augmente la satiété, on est rassasié beaucoup plus vite. Ça diminue un petit peu l'appétit par une action centrale au niveau du cerveau, et ce qui fait que c'est pour ça qu'on perd beaucoup de poids. Et effectivement, alors non seulement on perd du poids, mais on normalise son diabète. Donc tout ça, ce sont les sites d'action, donc je passe évidemment en 10 minutes, c'est un petit peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, donc, c'est que ça entraîne une perte de poids relativement importante. Et avec les médicaments les plus récents, on peut observer 15 à 20% de perte de poids. Donc c'est quand même très significatif. Quand vous faites 90 kg, vous perdez 18 kg, donc c'est quelque chose d'important. Et puis surtout une baisse de l'hémoglobine glyquée de l'ordre de 2 points à peu près, sachant que tous les médicaments traditionnels du diabète, la baisse d'hémoglobine glyquée, c'est d'environ 0,8. Donc on est largement au-dessus en termes d'efficacité. Et puis bingo, sont des médicaments qui permettent aussi d'avoir un bénéfice cardiovasculaire. Alors là, plutôt chez les personnes coronariennes que chez les insuffisants cardiaques, comme avec les autres médicaments. Mais toujours est-il qu'il y a moins d'événements cardiovasculaires et qu'il y a également une meilleure espérance de vie. Il y a une moindre mortalité chez les personnes qui prennent ce type de médicaments. Alors, il y a d'autres médicaments qui arrivent là cette semaine. Le Mounjaro, donc c'est un analogue GLP plus couplé à un autre analogue GIP. Donc, on est toujours dans les hormones intestinales qui régulent les glycémies. À peu près le même type d'action, des résultats encore plus spectaculaires en termes de baisse d'hémoglobine glyquée et en termes de perte de poids. Et ces médicaments donc, sont commercialisés à partir de cette semaine, donc le Mounjaro et Wegovy, donc les deux médicaments pour l'obésité, mais à un prix de 300 € par mois, non remboursable, sachant que ça doit être des traitements à vie, dès que vous arrêtez, vous reprenez du poids. Donc ça pose beaucoup de questions.
Donc il y a beaucoup d'autres médicaments qui sont en développement, donc je passe sur les... Donc c'est tout un mélange d'analogues d'hormones différentes. Et j'arrive à la surveillance du diabète. Donc quand j'ai commencé ma spécialité, donc on avait un gros glucométeur qui valait à l'époque 1500 francs, mais on parlait en francs à l'époque. Il fallait laver la bandelette, chronométrer, mettre le machin, tout ça, c'était super long, super gros, super contraignant. Mais on trouvait ça extraordinaire parce que c'est la première fois qu'on pouvait surveiller le diabète. Ensuite, il y a eu ces petits appareils donc, que vous connaissez tous, hein, donc, on se pique au bout du doigt, on a la goutte de sang, on met sur la bandelette. Et puis maintenant, on est passé donc, pour les diabétiques insulinotraités, en France en tout cas, donc à ces patchs qu'on se colle sur le bras. Ça dure, selon les marques, 10 à 15 jours. Et puis vous avez un lecteur, en général c'est avec votre téléphone. Vous passez votre téléphone devant, ou même, maintenant il n'y a même plus besoin, ça communique direct. Et vous avez les courbes. Et moi, médecin diabéto, je reçois également les résultats et je peux vous dire faites ceci, faites cela ou faites pas ça. Donc ça a révolutionné beaucoup de choses dans la vie des diabétiques. Et toujours en parlant de matériel, donc il y a les pompes à insuline, ça c'est pour les diabétiques de type 1 qui nécessitent d'avoir de l'insuline. Donc traditionnellement jusqu'à maintenant on se faisait des piqûres, donc moi j'ai connu l'époque où c'était avec des seringues. Après on est passé au stylo à insuline qui a été là aussi une révolution en son sens. Et maintenant, donc on est aux pompes à insuline. Alors les premières pompes sont des pompes avec un fil, donc on pose la pompe à la ceinture et puis on a un cathéter qui est dans l'abdomen. Et puis maintenant, on a des pompes sans fil, donc on pose un badge aussi, et on a le boîtier ou son téléphone qui permet de réguler les doses qui sont dispensées. Et la dernière évolution, donc, ce sont les pompes, donc les systèmes de boucle semi-fermées, où c'est pratiquement quasi automatique. Il faut encore rentrer un petit peu ce qu'on mange pour que ça se règle bien, mais ça délivre l'insuline quasi automatiquement, avec beaucoup moins d'intervention qu'il y en a besoin. Donc pour conclure, le diabète, c'est vraiment l'exemple même de la pluridisciplinarité. Donc c'est une maladie avec une base génétique, mais l'environnement joue un rôle très important, d'où l'intérêt de la prévention. Et puis un arsenal thérapeutique qui s'est enrichi, un arsenal technologique qui s'est considérablement enrichi, qui va continuer à le faire. Et puis il y a d'autres approches aussi, pas que technologiques. Il y a par exemple les greffes d'îlots de pancréas. On vous prend des cellules indéterminées, on les traficote pour qu'elles deviennent des cellules bêta du pancréas. On en fait suffisamment pour que ça grossisse. On prend ça d'une seringue, on vous met ça, on injecte dans le foie, ça se développe dans le foie et ça fait un nouveau pancréas. Donc endocrine qui libère les hormones. Donc ça c'est un peu l'avenir parce que ça sera avec vos propres cellules, il n'y aura pas de traitement anti-rejet. Donc voilà. Donc d'ici 10 ans, quand vous m'inviterez dans 10 ans, je vous présenterai probablement ça. Je vous remercie.